à cette 5e leçon du cours Architecture des ordinateurs qui s'intitule Mécanisme de correction d'erreurs, dans laquelle nous allons voir dans une première partie des notions de redondance, disons comment on peut corriger les erreurs, détecter ou corriger les erreurs dans un système informatique ou en interconnectant plusieurs systèmes informatiques. Et dans une deuxième partie, nous allons voir quelques solutions pour corriger ces erreurs et on va voir avec des exemples comment une transmission pourrait être effectuée entre deux unités en insérant des erreurs et voir les mécanismes qui peuvent corriger ces erreurs. Donc, dans la première partie, nous allons voir la notion, ou plutôt quelques notions de redondance. Bon, c'est quoi la redondance? La redondance, bien sûr, est utilisée pour sécuriser la transmission d'informations. Donc, on a vu dans la leçon, la 4e leçon, le mécanisme de codage et comme quoi le système de codage n'est pas suffisant, c'est-à-dire que le codage permet à l'ordinateur de reconnaître l'information, mais si ces informations sont transmises à l'intérieur d'un ordinateur ou entre l'unité centrale et quelques unités périphériques ou avec le monde extérieur, comment recevoir la bonne information, qui est codée bien sûr aussi de l'autre côté. Donc le mécanisme de codage est intimement lié à la redondance ou à la correction des erreurs pour recevoir la bonne information. Donc, le mécanisme de redondance est intimement lié aux erreurs qui peuvent arriver lors d'une transmission. Donc, les erreurs peuvent arriver lors d'une transmission d'informations vers, bien sûr, les réseaux, entre deux équipements qui sont interconnectés dans un réseau, ou avec des périphériques qui peuvent être séries ou parallèles ou via des modems. On sait très bien sûr, que deux ordinateurs qui sont interconnectés dans un réseau, on a un ordinateur qui a un câble branché sur une prise RJ45 ou sur une prise BNC, si c'est encore un réseau avec du câble coaxial. Et on a aussi de l'autre côté un autre ordinateur qui est branché sur le réseau. Donc lorsqu'on fait communiquer ces deux ordinateurs dans un réseau local, l'information part d'un ordinateur et elle est reçue par l'autre ordinateur. Elle emprunte des équipements qui ne sont pas internes au processeur, tels qu'un câble, une prise RJ45 et d'autres équipements tels que les connecteurs. Ces équipements ne sont pas parfaits. Ils sont fabriqués avec des câbles, ces câbles ne sont pas parfaits, ils peuvent engendrer des perturbations à ces informations. Donc le mécanisme de redondance permet, lors de la réception d'une donnée, disons on a un émetteur qui va émettre une information, et celui qui va recevoir cette information doit contrôler cette information pour s'assurer que ce qu'il a reçu est la bonne information. Et s'il y a des erreurs, ou alors il les écarte, il écarte l'information erronée, ou alors il la corrige. Et même dans certains cas, il demande une retransmission. Dans le cas où il y a une erreur, il demande à l'émetteur de retransmettre l'information pour avoir la bonne, jusqu'à ce qu'il reçoive la bonne information. La même chose se passe dans le cas où on a des interfaces, ou plutôt des équipements série ou parallèles, qui sont branchés sur des ports. On sait que le port parallèle, c'est le port Synchronix, donc, qui est sur l'unité centrale, et on a un câble qui est branché sur un périphérique, qui pourrait être branché sur un périphérique en parallèle. La même chose pour l'interface série. On a en général un connecteur DB9 ou DB25. C'est un connecteur qui est, sur lequel on branche des câbles en les soudant, donc la soudure n'est pas parfaite, le câble non plus n'est pas parfait, et ça pourrait être une source d'erreur. Même chose pour des connecteurs USB aussi. Donc tous les équipements qui sont branchés sur une unité centrale peuvent générer des erreurs. Donc on est obligé, dans la majorité des cas, à utiliser le mécanisme de redondance. Sinon,
on peut recevoir des informations erronées. La même chose lorsqu'on a aussi des équipements qui sont branchés via des satellites ou via un réseau Wi-Fi ou un réseau Bluetooth. Bon, donc ça, ces trois types de réseaux sont différents par rapport aux deux premiers dans la mesure où ils n'utilisent pas les câbles, mais ils utilisent les fréquences hertziennes. Donc un réseau Wi-Fi, il a une portée d'une dizaine de mètres. Donc on peut interconnecter deux équipements sans fil en utilisant bien sûr des émetteurs-récepteurs et en utilisant des protocoles propres au réseau sans fil. Le Wi-Fi a une portée plus importante et il permet d'interconnecter un réseau local. Et via satellite, on peut interconnecter des réseaux via le réseau public de transmission de données. Donc les solutions pour pouvoir remédier aux erreurs, c'est l'utilisation des codes qui permettent soit, bon, c'est des codes redondants, on les appelle redondants parce qu'on les rajoute à l'information, pour détecter les erreurs, et dans ce cas on les appelle des codes autocorrecteurs, ou pour corriger les erreurs, et dans ce cas on les appelle des codes autocorrecteurs. Donc les détecteurs on les appelle plutôt des codes autovérificateurs, et les codes qui corrigent, c'est des codes autocorrecteurs. Bien sûr, ces codes permettent soit de détecter, soit de corriger. Donc en fonction de ce qu'on a dans les couches supérieures, on peut opter pour l'un ou pour l'autre. Et bien sûr, selon aussi l'application. Parce que dans certains cas, l'erreur est intolérable et dans ce cas, il faut utiliser un code autocorrecteur. Et dans le cas où l'erreur est tolérable, mais le temps de réponse, vu que le temps de réponse n'est pas vraiment un paramètre très important, bon, qu'est-ce qu'on fait? On demande une retransmission. Dans le cas où on détecte une erreur, le récepteur peut demander à l'émetteur de retransmettre l'information jusqu'à ce qu'il reçoive la bonne information. On a aussi, selon l'application, si on a un réseau câblé ou un réseau sans fil, on pourrait opter pour l'une ou pour l'autre pour remédier à ce genre de problème. Donc la redondance consiste à rajouter un nombre de digits ou un nombre de bits d'information supérieur au nombre de digits utiles. On a une information utile, et on lui rajoute un certain nombre de digits pour utiliser la redondance. Donc c'est le code redondant. Et bien sûr, ces bits qu'on rajoute sont intercalés à l'intérieur des bits d'information. Donc ils sont rajoutés aux bits d'information pour pouvoir les utiliser à des fins de correction ou de détection d'erreurs. Donc, ces bits, on peut rajouter au moins un bit, de 1 jusqu'à n bits, pour corriger des erreurs, voire pour détecter des erreurs. On peut aussi corriger une ou même plusieurs erreurs, selon le code qu'on utilise. Donc, on passe à la deuxième partie pour voir quelques solutions pour corriger ces erreurs, disons pour plutôt les détecter ou les corriger, et voir sur quelques exemples comment on procède pratiquement. Donc parmi les solutions qui existent, on a le contrôle de surcroît, appelé un code autovérificateur. On a le contrôle de parité, qui est un code détecteur, aussi autovérificateur. Et on a le code de Hamming, qui est un code autocorrecteur. Bon, bien sûr, je me suis limité à ces trois qui sont faciles à comprendre, mais il n'y en a pas que ces trois. Il y en a une multitude de codes de correction, de détection ou de correction d'erreurs. Bon, ces trois sont faciles à comprendre, mais il y a aussi des codes qui peuvent corriger un nombre multiple d'erreurs, comme le PGP par exemple, qui est utilisé dans les réseaux.
Donc le code autocorrecteur 2 sur 3 ou 2 parmi 3 consiste à envoyer l'information 3 fois. Donc on envoie 3 informations identiques et lorsqu'on, à la réception, on récupère les 3 informations et on regarde. Est-ce que on a reçu les 3 informations identiques ou pas? Donc lorsqu'on reçoit, on envoie la même information 3 fois à la réception. Si on reçoit 3 informations identiques, on juge qu'on n'a pas d'erreur. Ça veut dire que l'information a été transmise sans aucune erreur. Par contre, si on reçoit 2 informations identiques et la 3e est différente, dans ce cas, ça veut dire qu'on a reçu, les 2 sont corrects et on juge que la 3e a été erronée. On l'écarte, on l'ignore et on se base sur les 2 corrects qu'on a reçus. Par contre, si on reçoit 3 informations différentes, on ne peut pas distinguer laquelle est bonne, on demande une retransmission. Donc c'est un code qui nous permet de détecter l'erreur, mais on ne peut pas la corriger. Donc lorsqu'on reçoit bien sûr 3 informations différentes, l'une des 3 pourrait être la bonne information, comme on peut recevoir 3 informations différentes de la bonne, et dans tous les cas, on ne peut pas se baser sur cette information, on demande une retransmission. Bon, ce mécanisme est utilisé surtout dans la transmission radiofréquence. Aussi bien la transmission par satellite, la transmission Wi-Fi ou le Bluetooth. Donc on peut aller, par exemple, dans le Wi-Fi jusqu'à 79 canaux. L'information est découpée sur 79 canaux. Elle est envoyée sur 79 canaux de fréquences différentes. Et à la réception, on les reçoit. Donc la transmission radiofréquence, il y a plusieurs méthodes. Il y a le frequency hopping ou il y a le direct sequence. Donc ou alors on découpe l'information en paquets et on la ventile sur l'ensemble des canaux. Ou alors la même information, selon le mode de transmission, la même information, on l'envoie sur plusieurs canaux et on la récupère de l'autre côté. Pourquoi? Parce que dans la transmission radiofréquence, il y a énormément de perturbations. Donc un four micro-ondes peut perturber une transmission radiofréquence. S'il y a d'autres émetteurs-récepteurs, ils peuvent perturber ce mode de transmission. Donc le support d'information dans le réseau radiofréquence peut subir énormément de perturbations. C'est la raison pour laquelle on démultiplie le nombre de canaux et l'information est envoyée sur plusieurs canaux, plusieurs dizaines de canaux pour assurer une transmission fiable. Bon, je ne reviens pas sur le côté sécurité, c'est un autre problème. Donc c'est un code, le code 2 parmi 3 est un code autocorrecteur, auto-vérificateur plutôt. Il permet de vérifier l'erreur seulement, sans possibilité de correction. Bon, parmi les applications, la transmission par satellite, comme ce que je viens de dire, transmission radiofréquence et surtout les militaires qui l'utilisent en sécurisant bien sûr la transmission. Donc deuxième solution que je propose à étudier, c'est le contrôle de parité qui permet de détecter un nombre impair d'erreurs et bien sûr qui permet de rajouter un bit de parité pour faire ce contrôle. Donc on peut avoir une parité paire comme on peut avoir une parité impaire. Donc dans ce mode de transmission, on a l'information utile qui est composée de n bits. Bon, en général, c'est l'octet, c'est 8 bits. Et à ces 8 bits, lors de la transmission, on rajoute un bit de parité. Et ce bit permet à l'émetteur de positionner la parité de l'information à émettre. Et le récepteur, lorsqu'il reçoit cette information, il recontrôle la parité de l'information qu'il a reçue et il la vérifie par rapport au bit de parité. S'il trouve la bonne parité, l'information est correcte. S'il ne trouve pas la bonne parité, l'information n'est pas correcte.
Bon, bien sûr, les supports de transmission actuels sont vraiment très fiables. Ils ont une fiabilité pas parfaite, mais une grande fiabilité. Le taux d'erreur est vraiment négligeable. C'est 1 sur 1 milliardième de bits transmis. Donc on considère que vraiment, dans le pire des cas, il peut y avoir une erreur. Bon, le fait d'avoir 2 erreurs, c'est très très rare. 2 erreurs, 2 bits qui vont changer d'état dans une information qu'on va émettre, c'est vraiment très rare dans les supports de transmission qu'on a actuellement parce qu'ils sont quand même de bonne qualité. Donc, on a, au niveau de l'émission, on va émettre l'information qui sera codée ici. Donc, on a les 8 bits, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ça, c'est l'information utile à laquelle sera rajouté le bit de parité, le bit P, ici, et qui sera positionné par l'émetteur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, il voudra transmettre cette information, et lorsque cette information arrivera chez l'émetteur, celui-ci va contrôler la parité et il va rajouter le bit de parité. Comment il va contrôler la parité? Il va compter le nombre de bits. Donc ici, on a le bit de parité est à 1. Donc comment va procéder l'émetteur? Donc il va compter le nombre de bits à 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un nombre impair. Il va positionner la parité ici à 1. Bon, si c'est la parité impaire. Si la parité paire, il va procéder inversement. Donc si on met parité impaire, il va mettre à 0 ici. Donc une fois il le positionne, il transmet, disons l'émetteur va transmettre la totalité de l'information. Donc l'information utile plus le bit de parité. Et le récepteur recevra la totalité de l'information ici. Donc l'information qu'il reçoit de chez de la mémoire centrale ou du fichier que vous voulez transmettre sera uniquement cette partie à laquelle sera rajouté ce bit. Il va la découper en octets, il va la transmettre octet par octet en contrôlant la parité. Et le récepteur recevra l'information octet par octet. Bon, j'ai pris cet exemple, ça c'est la transmission série. C'est la transmission série, c'est l'exemple le plus simple qu'on pourrait prendre pour expliquer le contrôle de parité sur une ligne série. Bon, bien sûr, la transmission série, il envoie les bits l'un après l'autre. Sur la ligne série, on a sur une seule ligne, il envoie l'information, les bits à la queue leu. Et bien sûr, à la réception, le récepteur récupère la totalité du mot, et y compris le bit de parité, et il va recompter le nombre de bits. Parce que lorsqu'on a deux systèmes qui vont se communiquer des informations, on a l'émetteur et on a le récepteur. Donc on positionne les paramètres de transmission chez l'émetteur et on positionne les paramètres de réception chez le récepteur de la même façon, parce que sinon, ils ne vont pas se comprendre. Donc, dans les paramètres d'émission et de réception, on fixe le nombre de bits qu'on va transmettre, le type de parité, pair ou impair, pour avoir, bien sûr, un dialogue, comme ça, ils vont se comprendre. On configure les mêmes paramètres. Donc, le récepteur, quand il reçoit le mot, il fait l'opération inverse. Il recompte le nombre de bits, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est une parité impaire. Bon, bien sûr, si on le positionne en parité impaire. Et, en principe, il doit trouver un 1. S'il trouve un 1, il juge que l'information a été bien transmise. S'il trouve un 0, il juge qu'il y a une erreur. Et dans ce cas, selon ce qu'on a sur les couches supérieures, ou alors il demande une retransmission, ou il ignore l'information. Parce que la transmission de données se fait sur le niveau physique. Donc quand vous verrez les cours de réseau, vous allez voir qu'on a le niveau 1, c'est le niveau physique, le niveau 2, c'est le niveau liaison, et le niveau 3, c'est le niveau réseau, là où il y a les protocoles de communication. Le niveau liaison permet de
détecter ou plutôt de corriger les erreurs, dans le cas où on insère un mécanisme de correction d'erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un système qui permet de détecter les erreurs, ben, dans le niveau physique, ça lui donne une indication, donc c'est le bit de parité, et c'est au niveau liaison que le système décide ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il écarte l'information, si c'est vraiment pas important pour l'application en cours, ou alors il demande une retransmission d'information. Bien sûr, lorsqu'on transmet de la voix, une erreur n'est pas fatale. Un octet qui va sauter à l'intérieur d'une information, ce n'est pas vraiment fatal. Par contre, lorsqu'on transmet des données, ben, une erreur dans un fichier de compte de clients dans une banque, une erreur est fatale. Un octet qui saute, ça pourrait rajouter un 0 ou supprimer un 0 sur un compte, c'est colossal. Par contre, lorsque vous parlez, un octet qui saute, ça ne changera pas la voix. Donc, prenons un exemple. On veut transmettre la donnée 011011011 et on utilisera une parité impaire, c'est-à-dire que le bit P est positionné à 1 lorsque le nombre de bits à 1 est pair. Donc, si on essaie de schématiser ce qui va se passer lors de l'émission, donc on a l'émetteur qui va prendre l'information, il va calculer, ça c'est l'information qu'il reçoit du programme, il va compter le nombre de bits à 1, c'est une parité paire, 1, 2, 3, 4, 5, donc le nombre est impair, il va le positionner à 1, et il va émettre. Donc le récepteur recevra l'information utile, ici, et le bit de parité. Donc il va recompter 1, 2, 3, 4, 5, parité paire, donc il va contrôler ici, c'est 1, donc c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc réception, sans erreur, la donnée est correcte. Il va prendre la donnée, il va la stocker et il continue. Par contre, si par exemple, une erreur est insérée lors de la transmission, donc l'émetteur a récupéré l'information, ici, il a intégré le bit de parité, 1, et il a émis l'information. Donc celle-ci est arrivée au récepteur, il va compter 1, 2, 3, 4, donc le nombre est pair, alors qu'ici il a un 1. Il devait avoir un 0. Ça veut dire qu'il y a une erreur de transmission. Dans ce cas, l'information réceptionnée est erronée et dans le cas où on travaille en mode où vraiment une erreur n'est pas tolérable, bon, l'information sera écartée. Et dans le cas où vraiment l'application ne tolère pas l'erreur, ben, au niveau liaison, on va insérer un mécanisme de retransmission, de demande de retransmission. Et il va demander à l'émetteur de retransmettre l'information autant de fois jusqu'à ce qu'il reçoive la bonne information. Bon, bien sûr, ici, on ne corrige pas l'erreur parce qu'il ne fait que détecter l'erreur. Bon, attention, si on a deux erreurs, ce système ne marche pas. Deux erreurs, il va considérer que l'information, puisque deux erreurs, la parité reste la même. Hein. Deux erreurs ne peuvent pas être détectées. Hein. Puisque, bien sûr, pour la raison que j'ai citée tout à l'heure, c'est que les systèmes sont très fiables et ils ne peuvent pas générer deux erreurs en même temps. Hein. Bon, troisième solution, troisième méthode, l'une des solutions, c'est le code de Hamming. Ben, le code de Hamming est une généralisation du contrôle de parité qui permet de rajouter P digits ou P bits de parité à I digits d'information, tel que 2 à la puissance P est supérieur ou égal à I plus 1 plus P. Donc on doit avoir cette inégalité pour pouvoir choisir ou plutôt opter pour le nombre de parité. Bon, prenons un exemple. Si j'ai par exemple P égale à 6,
en utilisant l'équation qu'on a vue tout à l'heure, il doit être inférieur ou égal à 57. Donc pour 57 bits d'information, on peut avoir 6 bits de parité. Et c'est un code qui permet de détecter, de corriger plutôt une erreur, une seule erreur. S'il y en a deux, il ne peut pas les corriger. Et on va voir illustrer ça sur un exemple d'un message de 4 bits utile en utilisant l'équation qu'on a vue tout à l'heure. Donc on a I inférieur ou égal à 4, P est égal à 3. Donc dans l'exemple qu'on va prendre, on aura 4 bits d'information et 3 bits de parité. Donc dans le code de Hamming, on a bien sûr l'information utile, c'est I0, I1, I2, I3, dans laquelle on insère un certain nombre de bits de parité, c'est le P0, P1, P2. Les positions ne sont pas prises au hasard, ils sont placés à des indices 2 à la puissance n, où n est le numéro du bit de parité. Le bit P0, il est placé à 2 à la puissance 0. Le bit P1, il est placé à 2 à la puissance 1, la position 2 à la puissance 1. Le bit 2 plutôt, c'est 2 à la puissance 2. Le bit 3, c'est 2 à la puissance 3, ainsi de suite. Donc ici, on a l'information, I0, I1, I2, I3, I4 jusqu'à IN, et on place les bits de parité. P0 à la position 0, P1 à la position 1, P2 à la position 4, P3 à la position 8, et ainsi de suite. Donc ici, pour savoir comment on va détecter les erreurs, ou plutôt comment on va positionner les bits de parité, puisqu'il y a plusieurs bits de parité, donc ce tableau nous permet de comprendre facilement comment positionner les bits de parité. Donc on a dit que l'information, on la met dans des positions I0, I1, I2, I3, ainsi de suite, et les bits de parité, on les met à des endroits puissance de 2, donc P0 dans la position 0, plutôt la position 1, P1 dans la position 2, P2 dans la position 4, P3 dans la position 8, et ainsi de suite. Et on place les P0, P1, P2, on met, disons, la position binaire 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, et on regarde les positions pendant lesquelles, ou plutôt dans lesquelles on a les PI 101. Donc par exemple, si je prends l'exemple du P0, on a le P0 est égal à 1 dans la position 1, la position 3, la position 5 et la position 7. Le P1 est égal à 1 dans la position 2, la position 3, la position 6 et la position 7. Le P2 est égal à 1 dans la position 4, la position 5, la position 6 et la position 7. Donc ces positions nous permettent de savoir quels sont les bits qui seront contrôlés par chaque bit de parité. Donc le P0 va contrôler les positions 1, 3, 5 et 7. Le P1 va contrôler les bits de parité 2, 3, 6 et 7. Et le P2 va contrôler les bits de parité, plutôt les positions 4, 5, 6 et 7. Pour comprendre le fonctionnement de cette méthode ou de ce code, on va l'illustrer sur un exemple. On veut par exemple transmettre la donnée 1, 0, 1, 0 avec une parité paire et étant donné qu'on a 4 bits d'information ici, on aura 3 bits de parité. Donc l'information utile, c'est I0, I1, I2, I3. On a l'information 1, 0, 1, 0. Donc 1, 0, 1, 0. Et l'émetteur va remplir les positions vides qui correspondent aux positions des bits de parité. Donc à partir de cette information utile, il devra remplir
les positions vides. Donc le P0 sera calculé, il va calculer la parité des positions 1, 3, 5 et 7. Le P1 calculera la parité 2, 3, 6 et 7. Et le P2 calculera la parité 4, 5, 6 et 7. Donc, en calculant la parité, on a dit qu'on a une parité impaire, ou paire plutôt. Donc, le P0 va prendre la position 1, 3, 5 et 7. Donc ici, au départ, à l'émission, il considère qu'on a 0, 0, 0, puisque les positions sont vides, et il va les remplir. Donc l'émetteur, lui, il ne va recevoir que le I0, le I1, le I2 et le I3. Ces positions sont encore vides, donc on considère qu'on a un 0 dedans. Donc le P0, on a un 0 ici, on a un 0, on a un 1 et on a un 1. Donc parité impaire, donc on a 1, 2. 2 bits de parité qui sont positionnés à 1. Donc on va placer à 1 le bit de parité. Le P0. Le P1, il calcule les positions, plutôt il calcule la parité des positions 2, 3, 6 et 7. Donc 2, 3, 6 et 7. Donc 2, j'ai 0, 3, j'ai 0, 6, j'ai 0 et 7, j'ai 1. Donc j'ai un seul bit à 1. Donc c'est un nombre impair et je le positionne à 0. Et le P2 il calcule la parité des positions 4, 5, 6 et 7. Donc il va calculer les parités des positions 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai un 0 ici. Et j'ai un 0 au départ. Donc 0, j'ai un 1, j'ai 0 et j'ai un 1. Donc j'ai 2 bits à 1. Donc c'est pair et je le mets à 1. Et bien sûr, il va transmettre la totalité de l'information. Donc l'information utile que l'utilisateur veut transmettre, I0, I1, I2, I3, plus l'information rajoutée qui correspond à la parité de cette information utile. C'est le P0, P1 et P2. Et il va transmettre tout ça. Donc l'émetteur va prendre l'information utile, il va lui rajouter les bits de parité et il va transmettre. Et le récepteur, lui, il reçoit la totalité de l'information. Donc il reçoit l'information utile plus les bits de parité. Qu'est-ce qu'il va faire le récepteur? Il va faire l'opération inverse. Il va recontrôler la parité. Donc à partir de l'information qu'il a reçue, ici, il va recalculer la parité pour la vérifier par rapport à la parité reçue. Donc le récepteur contrôle la parité du message reçu, y compris les bits de parité. Il va aussi contrôler avec le bit P0, 1, 3, 5 et 7, P1, 2, les positions 2, 3, 6 et 7, P2, les positions 4, 5, 6 et 7, et il va en déduire un nouveau mot de parité. Donc à partir de l'information qu'on a vue tout à l'heure, il va la prendre et il va recalculer la parité. Il va prendre le bit P0, il va ici prendre le P0, il va calculer les positions 1, 3, 5 et 7. Donc le P0, 1, j'ai un 1 ici, j'ai un 0 ici, j'ai un 1 ici et j'ai un 1 ici. Donc j'ai 3 bits à 1, donc il y a un 0. Il va faire la même chose pour le P1, j'ai un 0, j'ai un 0, j'ai un 0 et j'ai un 1. Donc 0, et il va faire la même chose pour le P2. J'ai un 1, 1, 0, 1, donc le nombre est impair. Donc les 3 bits, le nombre de bits de 1, 1 est impair. Donc ici, ils ont déduit que
P0, P1, P2 est à 0, 0, 0. Donc à partir de l'information reçue, il recalcule les 3 bits de parité et le mot qu'il reçoit lui dit est-ce qu'il y a une erreur ou pas. Donc lorsqu'on a P0, P1, P2 sont tous à 0, l'ensemble des pays est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Par contre, lorsque les pays sont différents de 0 ici, lorsqu'on a un chiffre différent de 0, 0, 0, ça veut dire qu'il y a une erreur et ce chiffre nous donne une indication sur la position de l'erreur. Donc, admettons maintenant qu'il y a une erreur lors de la transmission du bit I0. Donc, lorsqu'on va émettre, par exemple, on va émettre l'information utile 1, 0, 1, 0. Le P0, P1, P2 sera calculé à l'émission. Donc, on a 1, 0, 1 comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et à la réception, admettons qu'on a une erreur qui va se glisser. C'est-à-dire que le bit E0 va changer de position et il passera de 0 à 1. Donc, on a une information qui a été altérée, un bit qui passe de 0 à 1. Donc, l'information a eu une erreur lors de la transmission. Donc, comment il va calculer la parité? Ben, il va prendre les P0, P1, P2 et il va recalculer la parité. Donc, on a dit que le P0 contrôle la position 1, 3, 5 et 7. Donc, le P0, 1, ici on a 1, et on a 1, et là on a 1. Donc, c'est un nombre pair. Automatiquement, le P0, il sera à 1. Il ne sera pas à 0. Le bit P1 contrôle les positions 2, 3, 6 et 7. Donc, 2, 3, 6 et 7. Le nombre est pair. Donc, aussi, le P1 sera à 1. Et le P2, 1, 2, 3, 4, le nombre est impair et il sera à 0. Donc, lorsque le récepteur reçoit l'information, il recalcule la parité. Donc, en tenant compte des bits de parité. Ici, 1, 0 et 1. Donc, ici, on a dit qu'il va en déduire P0, P1, P2, et on va avoir, bien sûr, un chiffre différent de ce qu'on a ici. Donc, en contrôlant la parité des positions 1, 3, 5 et 7, la parité des positions 2, 3, 6 et 7, 4, 5, 6 et 7, dans le message, ou plutôt le mot, l'octet qu'on reçoit, la donnée qu'on reçoit, on en déduit un nouveau mot de parité qui est P0 égale à 1, P1 égale à 1 et P2 est égal à 0. Et, bien sûr, ce mot nous donne la position de l'erreur, ou plutôt du bit qui a subi l'altération. Donc, en récupérant le mot ici de contrôle, nous donne la position de l'erreur. Donc, il suffit d'aller à la position 0, 1, 1, c'est la position 3. C'est le I0 qui a subi l'erreur, et le modifier. Donc, on a le P0, on a le P1, le I0, P2. Donc, le I0, c'est la position 3, et il suffit de complémenter le bit erroné dont la position est dans P0, P1, P2 ici. Ainsi s'achève notre leçon, notre 5e leçon pour toute information ou complément d'information ou exercice. J'ai toute une panoplie d'exercices dans ce sens, même pour la conception d'un mécanisme d'émission-réception. Vous pouvez vous connecter au site web Net2Know et cliquer sur MedNetU. Et merci pour votre attention.